Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. Alors je m'appelle Jonathan, j'ai 24 ans depuis un peu moins d'1 an maintenant et je suis magicien professionnel. J'ai la chance de pouvoir faire mon métier de la magie et voilà. Ouais. Rien de plus. C'est déjà bien. Oui. Ouais, voilà. Alors j'ai découvert la magie entre 7-8 ans à peu près. J'ai eu des périodes un peu avec, un peu sans, mais j'ai toujours, depuis ce temps-là, j'ai toujours fait de la magie. Donc je sais pas combien de temps ça fait faire une bonne dizaine d'années maintenant. Après ça dépend, c'est pas avec n'importe quoi. Des fois je vais avoir une idée de routine, c'est-à-dire je sais quel effet je veux, je sais quel type d'objet il me faut. Donc après je vais faire le tour des brocantes, des vides-greniers, etc. pour trouver un objet qui s'en rapproche, mais la plupart du temps j'ai un objet. Comme tout ça, c'est des trucs que je trouve en brocante, en vide-grenier, et bon, la plupart me servent, mais il y en a beaucoup aussi qui me servent pas, et au fur et à mesure, je vais avoir des idées où je vais voir quelque chose qui va m'inspirer, je vais me dire, ah bah tiens, c'est vrai que j'ai un miroir qui ressemble un peu, je vais pouvoir peut-être faire quelque chose avec, et de fil en aiguille, je finis par monter ma routine, mais à la base, ça vient pas de nulle part, quoi. C'est l'objet qui va avoir par exemple le miroir qui va avoir une petite fente en dessous naturelle, mais moi qui va me donner une idée pour rebondir sur une routine, etc. Donc ça se fait un peu par hasard en fait. Je trouve un objet et après peut-être 1 an ou 2 ans plus tard je vais me dire bah tiens j'ai ça et je peux faire ça avec, quoi. La plupart des objets c'est des trucs qui à la base j'ai vu ça dans une brocante et j'ai dit c'est ça qu'il me faut, je le veux quoi, même si je sais pas ce que je vais en faire, mais je le veux, j'adore les objets et des fois ça va aboutir sur une routine, des fois non, et des fois c'est l'inverse, c'est plus rare mais parfois c'est l'inverse, je vais avoir une idée de routine, je sais ce que je veux faire mais il faut que je trouve un objet qui s'en rapproche ou une boîte qui va me permettre et là je pars à la chasse quoi, je vais faire le tour des brocantes, le tour des trucs pour trouver l'objet qui correspond. Alors j'ai pas de méthode ou de technique, ça vient quoi. Il y a des moments où je me dis bon là j'ai envie, il y a des moments où j'en ai besoin, je trouve pas ce que je veux, je vais regarder beaucoup de magie, je vais jamais tomber sur une routine qu'au fond je cherche en fait, mais je sais pas trop vraiment ce que je cherche. Du coup je vais essayer de me forcer à trouver quelque chose, mais là ça fonctionne rarement. Et souvent ça dure 2-3 semaines, pendant 2-3 semaines je cherche et souvent c'est mauvais, il n'y a rien quoi. Mais au bout de ces 3 semaines là, ça va être le moment où je commence à me dire bon je laisse tomber, je passe à autre chose, tant pis. Et c'est là où ça va être évident, il va y avoir un truc où je vais tomber sur un objet et là je vais faire voilà c'est ça, et ça part de là. J'ai pas vraiment de méthode quoi. J'essaye de me laisser porter. Voilà, j'ai tel objet, ça me plaît, qu'est-ce que je peux faire avec, ça, ok, j'écris, puis on verra plus tard, quoi. Et des fois, je vais voir un film, où je vais entendre une musique, et je vais avoir une idée, et ça va se faire, le lien va se faire tout seul quasiment. Moi derrière, j'ai jamais eu le souvenir d'avoir galéré à écrire, à essayer de créer quelque chose. Souvent ça vient tout seul, rarement, mais des fois, il y a un truc qui arrive, et c'est évident, c'est comme ça, et voilà. Faut laisser, je me ferme aucune barrière, quoi. S'il doit y avoir du gimmick, il y aura du gimmick. S'il ne doit pas y en avoir, il n'y en aura pas. Peu importe, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est un effet ou une ambiance. Des fois, ça part juste d'une idée d'ambiance, quoi. Je veux telle ambiance. Le Charmant défi tibétain, c'était ça, là-bas. Je voulais cette ambiance-là. Et puis, j'ai trouvé le bol tibétain que j'ai gardé 2 ans sans savoir quoi en faire. J'ai eu le coffre que j'ai trouvé en brocante, pareil, que je savais pas quoi en faire. Et puis, petit à petit, et le déclic, c'est arrivé quand j'ai trouvé les pièces, les pièces chinoises. Et voilà, c'était ça, quoi. Alors ça m'est venu du Vivier, clairement. Dominique Duvivier, ses spectacles de close-up depuis quand j'étais gamin, je jurais que par Dominique Duvivier. J'adorais ça, le fait d'être à une table
et présenter un spectacle avec de la musique, une écriture, un fil rouge et un spectacle de scène, mais il n'y a pas de scène. Le premier rang est à l'écoute sur la table. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, et même les objets. Je me rappelle dans Inductivisme, n'importe quoi, dans Intimiste, ces spectacles intimistes, il avait toujours un petit coffre ou une petite boîte sur le côté. Moi, c'est parti de là aussi. J'ai commencé à chercher des objets pour ça, parce que je voulais avoir mon petit coffre comme Dominique Duvivier pour ses spectacles, quoi. Et puis de fil en aiguille, j'en ai trouvé 36 000, mais à la base, c'est parti de là, et de ce côté spectacle, quoi. Il y a une phrase que j'adore, c'est le monde est un spectacle à regarder et non un problème à résoudre. Et tu changes le monde par la magie, bah, c'est exactement ce que je pense. C'est la magie est un spectacle à regarder et non un problème à résoudre. Quand on arrive à une table, quand on fait de la déambulation, après tout dépend, il y a plein de façons de faire, mais souvent l'approche va être je vous montre un tour et on se retrouve directement en tant que magicien face à un spectateur, et forcément le spectateur va être je cherche le truc. Et ça c'est dommage, parce que je pense que la magie, avant tout, c'est de l'art, c'est là pour raconter une histoire, pour faire passer des émotions, et peu importe les méthodes, ce qu'il faut c'est raconter une histoire, au fond. Moi c'est ça, je suis attaché à l'histoire, à où est-ce qu'on veut emmener le spectateur, à l'ambiance. Ce que je veux, c'est que quand le spectateur sort de la salle, il est voyagé en fait. Comme quand on va au cinéma et quand le film s'arrête, on ne sait plus dans quel pays on est. On ne sait plus où on est, on a oublié tous nos soucis, c'est ça que je veux pour la magie. Donc plutôt qu'on soit à se prendre la tête, à essayer de comprendre, ce qui est très bien aussi, des fois c'est suivant l'approche qu'on veut donner, c'est super de chercher, mais je pense qu'en spectacle, c'est plus facile de mettre une histoire. On a 1 heure de spectacle, on n'a pas de limite de place, de poche, de tout ça, on fait ce qu'on veut, tout du moment que ça sert notre histoire, et on voyage quoi, on voyage, on est assis à une table et c'est parti, et j'adore ça. Et il y a plein de choses après derrière ça, il y a le décor. Mine de rien, quand on fait un spectacle en proximité, un spectacle de close-up, la scène c'est la table. Il y a une scène, il y a un espace scénique, c'est la table. Et on peut avoir du décor, on peut avoir des objets, on peut avoir plein de choses qui va faire que ça crée des tableaux, que c'est beau à regarder. Donc c'est plein de choses que j'aime. Voilà, c'est le cumul de tout ça, de l'histoire, de l'objet et de l'impossible, de la magie par-dessus que j'apprécie, quoi, que je trouve ça intéressant. Et je pense que le close-up est encore meilleur et encore plus fort quand il y a une histoire et quand il y a le temps de se poser pour regarder de la magie, et pas en 2-2 entre deux plats, quoi. Alors il n'y a pas de demande, faut la créer. Donc ce que je vais faire, soit je vais prospecter, je vais aller voir un restaurant ou un café, après il faut l'espace nécessaire. Après des fois même chez des amis ou à la maison, lui dire tiens, faire un spectacle, inviter 5 potes, chacun ramène 2 ou 3 personnes et c'est bon, le salon est plein et faire un spectacle, quoi. Et ça c'est bien, Après je vais faire dans des lieux un peu atypiques, dans des petits châteaux, dans des parcs, dans des trucs comme ça. L'objectif final serait vraiment d'avoir un lieu dédié à ça, comme le Double Fond à Paris, quoi. Mais pas à Paris, du coup. Mais non, pas à Paris, non, forcément. Acte 1, acte 2 ou pas, je vais pas en faire, je vais pas partir à écrire mon spectacle dans cette démarche-là. S'il doit y avoir un acte 2, un acte 3, s'il doit y avoir une entracte, il y aura parce que doit y en avoir une. Mais au début, je pars vraiment ça dépend, pareil. Soit je vais avoir une idée de scénario et d'histoire que je veux raconter, et à partir de cette histoire-là, je vais dire tiens, tel effet colle, tel effet peut aller à ce moment-là, etc. Ou des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire j'ai des effets, j'ai des routines, et je vais me dire maintenant, ça serait bien de trouver une histoire pour lier tout ça. C'est pas la meilleure méthode parce que c'est pas possible, si c'est faisable, mais c'est plus compliqué, je trouve, que plutôt d'avoir d'abord l'histoire et après on voit ce qu'on peut faire. Et ça laisse déjà une porte plus grande par rapport à ce qu'on peut amener dans le spectacle. Mais donc voilà, souvent c'est soit ça, soit l'un, soit l'autre. Après au niveau de l'ordre, du coup ça se fait naturellement pareil en fonction de l'histoire. Et voilà. Après je pars toujours j'essaye de faire la magie que moi je veux voir. Mon moment préféré
après donc quand je fais un spectacle, c'est après le spectacle et que je vais regarder la vidéo du spectacle pour avoir un rendu, et c'est le moment où je kiffe parce que je vois la magie que je voulais voir, ou que je kiffe pas parce que des fois c'est très mauvais, mais c'est vraiment ce moment là, le spectacle en soi, souvent moi à partir du moment que le spectacle est écrit, j'ai vite envie de passer à un autre et je prends pas le temps de le jouer, mais non, il faut que je le joue, donc ça c'est la partie où je me force, où je travaille pour le faire. Ce que j'aime bien moi c'est écrire et faire mes trucs et puis hop, passer à un autre projet, etc. Pour moi une fois que c'est écrit, c'est bon, dans ma tête le spectacle il est fait. Mais il faut que je joue. Donc, mais à la base, j'essaye de faire la magie que j'aime voir ou que j'ai envie de voir ou que j'aurais aimé voir, et c'est comme ça que ça se fait. Le spectacle, je le fais quand même avant tout pour moi. Ouais. Parce que ça me plaît, parce que ça me parle, parce que ça me touche. Et après, si ça touche les gens, tant mieux et c'est super. Je pense que le gros risque quand on est professionnel et qu'on fait souvent de la déambulation, souvent que de la déambulation ou des petits spectacles, le problème c'est de s'ennuyer et de tomber dans une routine, et voilà, faut pas oublier, c'est oublier voilà l'impact que ça a sur les spectateurs. Je pense que ça c'est un gros risque, et on oublie que c'est notre passion, on oublie qu'on a une chance énorme de faire ça et qu'on pourrait être n'importe où, mais que là on fait ce qu'on aime, et je pense que c'est le risque de plus se rendre compte de ce qu'on est en train de faire et de plus y prendre de plaisir et de s'ennuyer et que ça devienne banal. Et le problème c'est que si pour nous ça devient complètement automatique, les professionnels, à force de faire toujours les mêmes tours en presta, parce qu'on fait toujours les mêmes tours, enfin moi en tout cas je fais quasiment tout le temps les mêmes tours en prestation, j'ai mon set et ça tourne, mais c'est toujours les mêmes choses. On se rend plus compte et ça devient un automatisme et on n'y prend plus plaisir et ça devient mécanique. Et le problème c'est que les gens s'en rendent compte, je pense. Donc après, comme je te disais tout à l'heure, moi la solution que j'ai trouvée à pallier pour ça, c'est qu'à chaque prestat, j'essaye de faire un nouveau numéro, une nouvelle routine que j'ai jamais faite avant et que je vais tester pendant toute la soirée ou pendant 2-3 prestations d'affilée. Et comme ça, en même temps que je fais ma déambulation, je monte ma routine en direct, et mine de rien, quand on présente quelque chose qu'on n'a rien fait, professionnel ou pas, il y a quand même un petit peu le stress, on est sur un terrain qu'on connaît pas, un objet qu'on n'a pas l'habitude de manipuler, et du coup on est dans l'instant, on est dans le moment présent, et même si on stresse un peu, on est là et quelque part on s'ennuie pas et on profite en même temps que les gens de la prestation. Faut pas oublier de s'amuser quand on fait de la magie. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si on s'amuse, les gens vont le ressentir, ils vont prendre du plaisir aussi. Donc le risque, je pense, c'est ça, c'est de tomber dans quelque chose qui devienne mécanique et qu'on se remette même plus en question et que peu importe la réaction, de toute manière, c'est ce qu'on fait, et voilà, ça, je pense, c'est le gros piège. Ça me vient... Alors je sais pas trop, je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense qu'il y a plein de choses, je pense que ça revient... vu que j'ai commencé la magie assez jeune, quand j'étais gamin, que je voyais par exemple une routine, je dis une bêtise, je voyais un assembly. Bon. Ok, du coup je me dis tiens, je vais bosser un assembly. Donc je connais pas, donc je vais regarder plein d'assembly, plein. Puis il va y avoir un assembly où à la fin les cartes reviennent. Puis il va y avoir un autre assembly où à la fin les cartes sont blanches. Puis il va y avoir un autre assembly où les cartes changent de couleur. Mais le problème c'est que moi à l'époque j'ai je sais pas 14, 13, 15 ans peut-être, et les 3 effets me plaisent et je sais pas lequel choisir, et du coup je vais mettre les 3. Donc des fois c'est bien et des fois c'est pas bien parce qu'on perd l'effet de base et la magie de base. Mais donc il y a des trucs où c'était trop et je laisse tomber, et il y a des trucs où au contraire ça m'a permis d'avoir ce côté justement, on croit que c'est fini mais non, il y a encore quelque chose derrière. Mais à la base ça vient je pense je suis pas sûr, mais je pense que ça vient d'une envie de tout faire maintenant, de tout montrer ce que je sais faire au cas où, quoi. Comme ça j'ai tout fait. Par exemple le Matrix, j'ai envie de montrer un Matrix normal, j'ai envie de montrer un Matrix sans les cartes, puis j'ai envie qu'il y ait plein de pièces derrière. Voilà, mais ça vient à la base je pense d'une envie de tout montrer. Donc après il faut réussir à se limiter, il faut garder le bon, il faut virer le moins bon, et puis voilà quoi. Mais à la base ça vient de là quoi. Ok. Une envie
Comme quand on fait un spectacle, je pense aussi Oui. c'est le piège quand on commence à écrire un spectacle, c'est qu'on a envie d'être au top et de mettre le meilleur et que ce soit parfait. Du coup, on va galérer à choisir nos tours parce que à chaque fois, on va commencer à écrire, puis on va avoir un tour qui est encore mieux, et puis on va vouloir le mettre en plus, et voilà. Alors non, il faut faire des choix, il faut se limiter, mais des fois, bon, faut se laisser porter, et puis des fois, ça vaut le coup d'avoir 2-3 climax derrière, mais ça dépend pourquoi, tout dépend de la routine et de comment c'est fait. Faut pas que ce soit lourd, mais voilà. Mais quand c'est surprenant et qu'on s'y attend pas en plus, oh, c'est super. Bah, je sais pas vraiment. Tout dépend de la routine. Je pense que bah déjà, moins on va s'y attendre, plus ça va être surprenant et fort. Mais aussi, faut pas qu'on s'y attende, mais faut pas que ça tombe du ciel. Je pense. Quand le climax tombe, bah, faut pas s'y attendre, mais en même temps, bah, faut que le spectateur se dise j'ai pas vu venir, mais en même temps, ça pouvait pas se passer autrement. Je sais pas si je suis clair. Ouais. C'est bah, comme pareil, on parlait de film tout à l'heure, bah, c'est comme le film où à la fin, il y a ce qu'on appelle les mindfuck et on comprend tout à la fin du film, et on se dit ah d'accord, donc si ça, et on est obligé de regarder le film une deuxième fois pour comprendre. Bah, je pense qu'un climax, un bon gros climax, c'est quand il tombe, on s'y attend pas, mais quelque part, bah, ça nous permet de faire le lien avec tout le reste, et on se dit bah oui, de toute façon ça pouvait que se terminer comme ça, et on l'a pas vu venir. Et là je pense qu'on est bon. Donc, quand on écoute, je sais pas, une musique, un peu toutes les musiques sont construites de la même manière, mais si on prend, je sais pas, un morceau orchestral, enfin à la fin ça explose, ça monte, ça prend au trip, etc. Bah mine de rien, ça reste le même air de base, ça reste, il y a plein de choses qui vont être rappelées et ça fait une continuité. Donc je pense qu'un numéro de magie réussi, c'est comme une bonne musique, c'est qu'il y en a pas trop et il y en a pas peu. Il y a ce qu'il faut et là où il faut, et tout est agencé, tout est filé, il y a du rythme et ça tient la route et c'est cohérent. Donc, quand on écoute, je sais pas, une musique, un peu toutes les musiques sont construites de la même manière, mais si on prend, je sais pas, un morceau orchestral, enfin à la fin ça explose, ça monte, ça prend au trip, etc. Bah mine de rien, ça reste le même air de base, ça reste, il y a plein de choses qui vont être rappelées et ça fait une continuité. Donc je pense qu'un numéro de magie réussi, c'est comme une bonne musique, c'est qu'il n'y en a pas trop et il n'y en a pas peu. Il y a ce qu'il faut et là où il faut, et tout est agencé, tout est filé, il y a du rythme et ça tient la route et c'est cohérent. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Ah, je pense que ça va être le bol tibétain quand même. Il y a ça que j'aime beaucoup. Ouais, il y a ça aussi. Il va y avoir ça et puis le bol, je pense. C'est hyper mystérieux comme objet en fait. On en a tous plus ou moins vu, on sait tous plus ou moins comment ça fonctionne, etc. Mais ça veut dire plein de choses et c'est hyper mystérieux. Il y a ce côté un peu visualisation, méditation et la recherche de soi, etc. que j'aime beaucoup. Et c'est très mystérieux et en même temps ça te parle à tout le monde en fait. Ça représente un peu, je trouve, la magie qu'on a tous et donc cet objet là est pour moi très représentatif de ce côté mystérieux et en même temps bah, ça date pas d'aujourd'hui quoi. La magie ça existe depuis toujours peut-être et c'est à l'époque c'était quand même vachement plus abstrait qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on est quand même très limité dans les cartes, les pièces, les cordes, les billets, les machins. Mais à l'époque quand même, déjà ça pour eux c'était magique quoi, ils rentraient dans des trans, dans des machins et donc cet objet là pour moi représente beaucoup et tous les bols en général. Et après ce coffre là, en fait c'est le premier coffre que j'ai eu, en fait c'était dans le salon chez mes parents, il y avait les télécommandes rangées dedans et quand j'ai commencé à chercher mes coffres, à chercher tout ça, bah, ma mère m'a dit bah vas-y garde-le, voilà. Et du coup c'est le premier, il est magnifique et j'ai toujours fait un effet de localisation impossible avec ce coffre là. J'ai essayé d'en chercher beaucoup
Et à chaque fois que je voulais faire une localisation impossible, l'objet que je voulais se retrouver, la carte signée ou la bague ou la pièce, se retrouvait dans ce coffre-là. Et du coup, j'ai vraiment toujours le côté mystère et un peu étrange, mais en début de spectacle, je posais le coffre sur la scène et je l'ouvrais qu'à la fin, et voilà, c'était impossible. Et je trouve que dans tous les effets, je pense que la localisation impossible, c'est l'effet que je trouve personnellement, qui moi me touche le plus, en fait. Que je trouve le plus fort, ce côté, on a un objet à vue depuis le début, on signe une carte, la carte disparaît, on ouvre le coffre, et dans le coffre, il y a une boîte, une autre boîte, une autre boîte, une autre boîte, et dedans, il y a la carte signée, et c'est impossible. Et ça, je trouve ça... c'est un paradoxe, quoi. Et les paradoxes en vrai, on n'a pas la chance d'en voir beaucoup, quand même. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment très très fort. Et du coup, ce coffre-là, ouais, je trouve, représente bien ce que moi je cherche avec mes routines, avec mes spectacles, c'est de créer... voilà, tout est possible. Et ça fait un peu penser aussi la boîte de Schrödinger, quoi. Tant qu'on n'a pas le chat de Schrödinger, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, tout est possible. Et c'est ça la magie, tant qu'on n'a pas commencé le spectacle, tout est possible, et voilà. Ok, donc dans ce coffre se trouvent des tapis volants. Des tapis volants, alors je te montre. Tapis volants. Hop. Et hop. T'es prêt? Les tapis volants. Quoi, tu t'attendais à quoi? C'est des tapis, hein, des tapis volants. C'est vrai. On peut regarder, on va en prendre que deux. Ah, en fait c'est volant, mais pas dans le sens... ils volent pas. Hein. Ce sont des tapis volants dans le sens voleur, tu vois, des tapis voleurs, quoi. Je vais te montrer comment ça marche. On va prendre quelques pièces de monnaie. Alors ce sont des demi-dollars, des pièces américaines, peu examinées. Tout va bien? Tout va bien. C'est bon? Ouais, Super. ouais. Alors l'idée est la suivante. 4 pièces et 2 morceaux de tapis voleur. Tapis volant, comme tu veux. On met les 4 pièces. Attention. L'idée est très simple. Hop. On recouvre les pièces avec le tapis. Et le tapis va voler une pièce et l'envoyer vers l'autre tapis. Attention. Voilà, c'est fait. Donc quand on regarde, ça passe. Incroyable. On va refaire. Un tapis. Attention, on ralentit. Et 3 pièces. On ralentit. Attention, on recouvre. Ça y est, le tapis voleur a volé et n'a plus que 2 pièces de passer. 2 pièces, 2 tapis. Il en reste 2 à passer de là à là. Attention. 1 et 2, ça passe. Alors on peut aller le faire encore plus vite, c'est possible, encore plus vite. Ça passe, et ça passe. Alors pour le coup je comprends, ça a peut-être été un peu vite, on va le refaire mais on ralentit. On ralentit, 4 pièces. Et 2 tapis voleurs. Attention, on ralentit vraiment. Ça passe. La dernière. Attention, la dernière. Ça part. Parce que maintenant, ça revient. Voilà, les tapis volants. Ou le tapis voleur, comme vous voulez.